La titrisation de terre, c'est comme tout bien, tout actif. Je prends l'exemple, vous avez une voiture, quand on dit qu'il faut titriser la voiture, c'est-à-dire d'identifier, la qualifier et puis indiquer son propriétaire, lui donner des dimensions. Quand nous disons titrisation des terres, c'est-à-dire que nous avons des terres qui appartiennent à l'État, aux communautés locales. Les titriser, c'est de dire cette terre qui a telle dimension, qui se situe à tel endroit, du point de vue du globe terrestre, appartient à qui, à quelle communauté. Or, aujourd'hui, en RDC, on dit que le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Jusque-là, nous ne remettons pas en cause ce principe. Mais ce que nous remettons en cause, c'est que si les terres, les sols et les sous-sols peuvent appartenir à l'État, mais qui en sont les jouisseurs, qui sont jouisseurs de droits miniers, fonciers et forestiers. Ces terres qui appartiennent à l'État, elles ont toujours appartenu à l'État dans le passé. Et c'est depuis quand? Parce qu'il faut savoir que l'État congolais est né en 1885 par la volonté ou le compromis entre Léopold II et nos ancêtres qui occupaient les terres avant la naissance de cet État. Nos chefs des terres, qui étaient les gestionnaires de leur communauté, politiquement et économiquement, ont accepté, à la demande de Léopold II, par la ruse ou la pression, de mettre en commun leurs terres pour constituer les 2 300 000 km² de terres, du sol et des sous-sols, dont l'État indépendant, depuis 1885, était devenu propriétaire. Cet État-là était incarné par un monarque qui était Léopold II. Quand il est venu, pour lui, il y avait des terres vacantes. Parce qu'en réalité, quand il est venu en 1885, nous étions plus ou moins 9 millions de Congolais. Aujourd'hui, nous sommes 120 millions. Et nous sommes 45 habitants au kilomètre carré. Mais à cette époque-là, quand il est arrivé, en 1885, il y a plus ou moins 80 ans, nous étions 9 millions sur 2 345 000 km². C'est-à-dire que nous étions 3 au kilomètre carré. 3 habitants au kilomètre carré. Nous sommes aujourd'hui 45. Donc multiplié par 15. À ce moment-là, lui, il est venu, il n'a pas trouvé beaucoup de population et il a considéré que des espaces entiers qui n'étaient pas occupés, qui n'étaient pas mis en valeur par ces populations-là, il pouvait le prendre et il les a pris, ces espaces-là, en considérant que c'était des espaces vacants. Quand lui, il est parti, parce qu'on l'a destitué, enfin, il est mort. Et en fait, dans l'entretemps, il a eu des conflits avec ses partenaires d'alors, avec qui ils ont créé l'État indépendant du Congo. Ou du moins, ils ont reconnu la souveraineté de l'État indépendant du Congo. Il nous a légués à la Belgique. Il y a des doctrinaires qui disent que les Congos devaient rester souverains, mais que la Belgique n'avait pour compétence que de gérer cette propriété-là. Mais il y en a qui considèrent que nous étions annexés à la Belgique. C'est un autre débat. Mais quand nous étions devenus colonies belges, nous devions par conséquent devenir aussi propriété de Belgique. Et donc les sols et les sous-sols continuent à devenir maintenant la propriété de la Belgique. Mais dans l'entretemps, comme l'avait fait Léopold II, eux aussi ils ont reconnu aux communautés locales qui en fait avaient des portions de terres entières qu'elles ont mises ensemble pour créer l'État indépendant du Congo, devenu colonie belge et qui deviendra par la suite la RDC. On leur a dit, bon, on vous reconnaît quelques portions de terre pour faire votre agriculture, votre pêche, votre élevage, et ainsi de suite, ainsi que la chasse, des petits espaces. Et il leur a reconnu le droit des jouissances. Et maintenant, quand nous sommes devenus indépendants en 60, vers 70, il y a eu une loi, précisément 74, 73, 74, il y a eu une loi, la loi Bakajika, qui a continué à dire que les sols et les sous-sols appartenaient au Congo, à la RDC. C'est vrai qu'il a ajouté un élément, à savoir que les terres n'appartenaient plus pour des parties qui appartenaient aux communautés, plutôt aux sociétés à charge, et qui appartenaient aux Congolais, aux communautés locales. Il dit ça n'appartient plus à personne, ces sols et ces sous-sols, ça appartient
à l'État, plutôt à l'État congolais, devenu souverain entre guillemets. Depuis lors, mais dans cette loi foncière de Bakajika, il était prévu qu'on reconnaisse aux communautés locales par ordonnance la jouissance de leurs droits comme concessionnaires perpétuels. Mais cette disposition n'a jamais été mise en application. Nous demandons qu'elle soit mise en application pour que les communautés, les principes d'abord, pour que les communautés locales deviennent propriétaires de leur portion de terre, quitte à ce qu'on fasse une répartition pour dire qu'est-ce qui appartiendra à l'État, sur lesquels il a des droits de jouissance, notamment ce que nous appelons les terres qui rentrent dans les domaines publics de l'État, en plus des terres qui sont dans les domaines privés de l'État, qu'on sépare ces deux catégories de terres, qu'on laisse de côté les terres qui appartiennent aux communautés locales. Au minimum, je dis bien au minimum, l'idéal, c'est que ces communautés locales deviennent propriétaires du sol et du sous-sol. Mais nous disons, en attendant qu'on arrive là, qu'on puisse dire que les communautés locales deviennent concessionnaires perpétuels des espaces qui leur reviennent depuis l'indépendance. Plutôt que nous avons créé l'État indépendant du Congo. Voilà ce que nous disons. Pour que désormais, et je réponds à la question de la titrisation des terres locales, pour que désormais ces espaces-là aient juridiquement des concessionnaires perpétuels. C'est qu'aujourd'hui on appelle propriété terrien, mais qui en fait ne le sont que verbalement, sans limite bien précise, sans titre leur conférant les droits de jouissance, les droits d'aliéner, les droits d'entrer en alliance ou, si vous voulez, en partenariat avec les investisseurs étrangers et en partenariat avec d'autres, en partenariat avec le système bancaire pour négocier le crédit, par exemple, grâce au titre. Justement, la guerre est facilitée. La guerre, c'est quoi? C'est l'invasion des Rwandais. C'est aussi le soutien de groupes rebelles par les multinationales chez nous pour spolier nos richesses, pour exploiter nos richesses, mais aussi pour dépeupler les populations autochtones pour les remplacer par les étrangers. Cela n'est rendu possible que parce qu'au départ, les gens qui nous menacent ou qui en fait font l'invasion chez nous partent de l'idée que ces terres n'appartiennent à personne et qu'ils vont les occuper et mettre devant le fait accompli les populations autochtones qui vont perdre ainsi leurs terres et que par la suite ils n'auront pas de droits parce qu'ils n'ont pas de titres aujourd'hui. Même quand on aura retrouvé la paix et la sécurité, ils ne seront pas en mesure de faire valoir leurs droits. Si le principe de la titrisation des terres avait été appliqué auparavant, je crois que même Léopold II, quand il était venu, il n'allait pas se permettre n'importe quoi. Parce qu'il a trouvé que ces terres n'étaient pas exploitées. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, les propriétaires n'avaient pas de titres pour faire valoir ça juridiquement, même sur le plan international. C'est pourquoi il s'est permis de venir conquérir les terres. En fait, Léopold II, on parle souvent de la colonisation, mais en réalité, c'était une colonisation économique et pas politique. Donc, ceux qui nous envahissent chez nous, c'est parce qu'ils considèrent que ces terres, puisqu'elles ne sont pas mises en valeur, elles n'ont pas de propriétaires, et que les propriétaires n'ayant pas de titres, ils ne pourront pas les leur opposer le moment venu qu'on va retrouver la paix. Mais si on titrise aujourd'hui, parce que l'État congolais, à travers l'administration locale, les chefferies, les territoires, les provinces, l'État congolais, à travers ces entités, connaît qui est propriétaire de quoi ancestralement parlant. Il faut émettre des titres au profit des chefferies pour des terres qui appartiennent aux chefferies, émettre des titres au profit des clans pour les terres qui appartiennent aux clans, quels que soient ceux qui occupent ces terres aujourd'hui, que ce soit des investisseurs, que ce soit les Rwandais, les occupants. Mais le moment venu, quand la paix reviendra, l'État congolais aura rétabli la paix, on va passer à des procès. Ça pourrait être des arrangements à l'amiable entre les propriétaires terriens et les occupants pour dire, vous restez, mais vous reconnaissez mes droits. Vous entrez en contrat avec nous, même si vous étiez en contrat avec l'État, l'État n'est plus propriétaire parce qu'il a reconnu que c'est nous les propriétaires. Nous allons signer un contrat, vous allez continuer à travailler. Si le contrat que vous avez signé pour 25 ans a déjà dépassé 15 ans, 20 ans, ben les années qui restent, nous continuons à les respecter, mais vous négociez avec nous
Dès que nous terminons, on passe à autre chose. Nous pouvons faire un partenariat, on peut créer des entreprises, nous serons actionnaires, comme avec vous. On va siéger dans les organes statutaires de l'entreprise et on va produire la richesse ensemble. Nous aurons notre pourcentage parce que nous, on aura mis la terre et vous, vous aurez mis l'argent ou la technologie. Oui, justement, le fait que je ne dis pas que la titrisation à elle-même fera arrêter brusquement la guerre, mais la titrisation va décourager ceux qui nous envahissent et qui pensent que les terres sont vacantes, exactement comme Léopold II. Ils pensent que ce sont des terres qui n'ont pas de propriétaires. Comme l'État lui-même est en faillite, il n'est pas en mesure d'assurer son autorité sur l'ensemble du territoire. Si l'État émet des titres au profit des communautés locales propriétaires, je ne dis pas qu'il faut émettre les titres au profit d'une personne, d'un clan. Non, c'est au nom de la famille. La famille a toujours un gestionnaire qui gère mais doit rendre compte à la famille. Et si quelqu'un, un étranger ou un national veut investir dans le Kivu, dans le Nord Kivu, le Sud Kivu, il viendra, il va voir quelles sont les opportunités en termes de concessions qui existent. Il dit, ça m'intéresse. Et puis on va faire l'inventaire pour dire, ça appartient à qui? Le propriétaire va amener les titres. Si c'est de l'espace de l'État, l'État va dire, ça c'est moi, ça c'est ces terres qui ont telle référence, c'est pour moi, pour les hôpitaux, pour construire des villes, pour faire le rail. Ça m'a été donné par telle communauté parce que dans le partage, moi j'ai pris ça, eux ils ont pris ça. Si c'est pour les communautés locales, c'est avec lui qu'il va négocier. L'État pourra venir comme garant, comme témoin. C'est comme aujourd'hui, si tu as ton immeuble ici à Kinshasa ou à Goma, tu as un titre. Eh bien, celui qui vient négocier, il négocie avec toi. L'État interviendra pour émettre les titres qui sanctionnent les transferts ou la mutation. Donc, à partir du moment où la guerre pourra... À partir du moment où on va comprendre que partout là où il y a des rebelles, ce sont des terres qui appartiennent à telle famille et l'État congolais connaît. L'État congolais, ce n'est pas nécessairement le gouvernement central. L'État congolais, c'est la province qui connaît. C'est la chefferie qui connaît historiquement. Même si vous n'avez pas de titres, mais qui a plus ou moins les différents croquis. C'est-à-dire on émet des titres au profit de ces communautés locales. Ça va déjà décourager ceux qui viennent envahir. Pour dire attention, il vaut mieux ne pas envahir et venir dans la paix négocier avec les propriétaires. Nous pouvons habiter ici 25 ans, mais on va renouveler chaque fois. Eh bien, nous allons faire nos investissements, nous allons habiter là où nous investissons, mais nous faisons ces partenariats avec les propriétaires terriens. Nous prenons en location, parce que j'indique en passant que la terre ne se vend jamais. La terre ne se vend pas. La terre, on la prend toujours en location. C'est pourquoi d'ailleurs nous disons que c'est l'État qui est le garant des sols et des sous-sols, mais les communautés locales deviennent des concessionnaires. C'est un peu comme un locataire éternel. Il est locataire, concessionnaire éternel, parce que c'est sa terre. Mais il a voulu que l'État assure la souveraineté sur sa terre. Mais économiquement, il est le patron absolu. C'est comme moi, ici chez moi, j'ai mon hectare de terre, c'est pour moi, pour toujours. Mais je sais que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais j'ai un contrat avec lui qui a fait de moi, comme citoyen du Congo, un Congolais, propriétaire éternel. Si l'État, pas propriétaire mais concessionnaire, si l'État veut être intéressé par ci, parce qu'il veut faire passer la route, il doit me rembourser tout mon argent pour les sols et les sous-sols qu'il y a ici, pour ce que j'ai construit. Et peut-être me désintéresser parce qu'il me délocalise. Effectivement, je suis habitué ici. Il doit me payer le montant du fait qu'il me déplace. Parce que je suis concessionnaire perpétuel. Alors je veux que les communautés locales, si nous ne levons pas l'option d'en faire des propriétaires, au moins qu'ils soient concessionnaires éternels. Et que si quelqu'un veut leur terre, parce qu'ici en ville, on a les terres urbaines, la cession ne pose pas de problème. La mutation aussi. Mais à l'arrière-pays, c'est des étendues de plusieurs milliers d'hectares. Nous voulons qu'on émette des titres qui peuvent être des certificats emphytéotiques, qui peuvent être des certificats. S'il y a une mise en valeur, on peut parler de certificats d'enregistrement, mais au moins des titres de concession perpétuelle pour les communautés, de manière à ce qu'aujourd'hui, ceux qui viennent prendre, parce qu'ils considèrent qu'on peut dépeupler ces gens-là, ce sont des simples habitants, ils ne sont pas concessionnaires, ils vont être démoralisés. Ils peuvent même trouver que non, au fait, aujourd'hui, il y a la possibilité de travailler au Congo, mais en respectant les propriétaires et en considérant qu'ils sont chez eux et que nous, on est là simplement pour faire l'économie. Et que nous, on est là pour être des concessions, plutôt pour prendre en location pour 25 ans.
on résilie ou on peut renouveler, aux conditions des propriétaires. Je crois ça peut décourager la tentation de considérer que là-bas c'est vide, on peut aller occuper. Ils sauront, non, bien, même dans 20 ans, 30 ans, nos générations à venir auront des difficultés, ils devront renégocier. Alors il vaut mieux le faire maintenant dans la paix, au lieu d'arracher. Les multinationales auront maintenant, au lieu de négocier avec les gens de Kinshasa ou bien avec Kagame, ils vont négocier avec les villageois. Je dis, ils sont sur leur terre, même si c'est des barbares, même si c'est des sauvages, mais c'est leurs propriétaires, on négocie avec eux. Ils peuvent venir, mais sous contrôle du pouvoir de Kinshasa et le pouvoir, ils peuvent venir, mais investir, exploiter. Tu ne peux pas venir comme ça pour t'amuser. Tu vas dire, je viens, pourquoi tu as des moyens, ainsi de suite, tu peux t'installer très bien. Mais tu vas t'installer sur cet espace-là qui a un propriétaire ou qui tu vas payer l'impôt foncier, à qui tu vas payer, ainsi de suite. Mais là, ça suppose aussi que ces terres, pour reprendre leur vraie valeur, il faut qu'on fasse des routes. Il faut qu'on fasse l'énergie ou l'électrification. Ces terres reprendront la valeur. Il y a des espaces importants. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens se disputent des petits espaces parce que là, c'est accessible. Mais là où il y a une montagne forte, comme la route n'y arrive pas, là où il y a une grande distance, c'est loin, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de route. Alors, ces espaces-là chôment. Parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Mais si nous disons titriser le terme, il faut ajouter à ça, pour donner à ces terres ainsi titrisées de la valeur, il faut une route de proximité. La titrisation signifie d'abord que la loi soit une loi. On peut même mettre dans la Constitution. Le plus important est qu'on révise la loi foncière actuelle pour dire que désormais, puisque Bakajik avait prévu la reconnaissance des droits, plutôt des terres locales, qu'elles soient gérées coutumièrement, moi j'ai dit non, elles doivent être gérées de manière moderne. Et les chefs coutumiers aussi, il faut les moderniser. Il va devenir maire, il va devenir... Quand je dis chef coutumier, ici je parle de propriétaires terriens, parce qu'il y a des provinces où les chefs de groupement peuvent ne pas être propriétaires. Il peut être chef politique, mais les propriétaires, c'est les propriétaires terriens, ils représentent la lignée qui est propriétaire de tel espace. Quand on émet des titres au profit de ces lignées-là, à partir de ce moment-là, ils ont la possibilité, comme je l'ai dit, de négocier un crédit auprès des banques. Mais comment arriver là? Il faut d'abord que la loi foncière soit révisée. Et Nouvel Élan veut le soutien de la société civile, des pouvoirs coutumiers, des communautés locales, pour qu'ensemble, on sorte des députés qui vont grâce à la majorité qu'ils vont constituer, vont accélérer les réformes du code minier, code foncier, code forestier, de manière à ce qu'on prévoit cette titrisation. Ça passe par une loi qui sera sanctionnée par une ordonnance. Ce moment-là, l'ordonnance va mettre les mécanismes d'application pour qu'on passe à l'inventaire de ces terres, pour qu'on émette des titres au profit des propriétaires qui sont connus ancestralement par là et dans nos coutumes ainsi que dans nos villages. Dès que nous faisons la réforme foncière, minière et forestière, à ce moment-là, on passe à la mise en application, qui consiste maintenant au niveau de l'administration des affaires foncières, des mines, on commence à émettre des titres au profit des familles ancestralement propriétaires ou concessionnaires. C'est ça la pratique. Il faut donc que nous ayons la majorité au Parlement. Actuellement, le gouvernement ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas encore une loi qui prévoit ces réformes et qui prévoit la titrisation. Donc il faut prévoir ça dans la réforme que nous allons porter une fois au pouvoir, nous, Nouvel Élan et moi-même, et les autres alliés. Nous pensons que la société civile, les communautés locales, les membres, les citoyens congolais vont massivement adhérer à Nouvel Élan pour que nous portions ces projets et que nous ayons la majorité parlementaire pour faire valoir ces idées afin de permettre la réforme à travers une loi et quelle réforme qui sera appliquée par le gouvernement et qui va dans la pratique émettre des titres pour les communautés locales. Justement, c'est pourquoi nous disons que d'abord la loi, la réforme de la loi, ceux qui aujourd'hui ont des terres, j'insiste, illégalement ou légalement de par l'État, mais si l'État n'est plus propriétaire d'un espace donné et que vous l'avez eu de la part de ce même État, vous allez renégocier avec le nouveau propriétaire. Oui, il va vous faire partir. Ou ensemble, vous allez dire, bon, moi je veux bien continuer mon exploitation, je veux bien habiter, désormais c'est vous les chefs, je rendrai compte à vous. Vous comprenez? Donc, ceux qui ont eu illégalement, soit par l'évasion, soit en négociant des contrats avec l'État, des investisseurs de bonne foi,
ils vont cesser d'être des partenaires de l'État pour devenir des partenaires de communautés locales réhabilitées. Parce que les communautés locales sont en train de crier dans les villes, en train de dire ce sont nos terres, l'État les a confisquées, il commence à donner aux gens qui les payent lui au lieu de nous payer nous. Quelquefois lui-même n'est même pas payé. Les gens viennent au nom de l'État, ils prennent, il y a pression de tel ou tel homme politique. Nous, on nous a mis de côté. Ça signifie que si l'État ne les fait pas pour qu'on nous réhabilite, nous n'entrerons jamais dans le capitalisme avec les investisseurs qui sont là. Tu as vu par exemple ici à Kinshasa, dans les Congo, dans les Kwango, il y a eu le projet de Bukangalonzo. Le Bukangalonzo, c'était le gouvernement avec des partenaires sud-africains. Ils ont pris 10 000 hectares, ou 20 000, 100 000 hectares, je ne sais plus exactement. Et les communautés n'avaient rien à dire parce que l'État considérait que le sol et le sous-sol lui appartiennent. Alors qu'ancestralement, c'est des terres de ce qu'on appelait les Lonzo, ce qu'on appelle Bukangalonzo. Les Lonzo, c'est une communauté de Bayaka ou de Pelende qui ont été expropriés par l'État. L'État a investi, il a eu un pourcentage et les investisseurs sud-africains, ils ont un pourcentage. Ils ont commencé à exploiter. Malheureusement, ils sont tombés en faillite. Moi, ce que je veux, c'est qu'on réhabilite les communautés locales en leur donnant des titres pour les espaces qu'on considère qu'ils vont convenir avec l'État. Si un investisseur comme les Sud-Africains viennent, va négocier avec eux. L'État peut avoir aussi un pourcentage en tant que celui qui a la souveraineté de la gestion de la terre. Il peut avoir 10%, les communautés ont 30%, l'investisseur 40%. Ça dépend du niveau d'investissement, de la valeur ou du montant qu'il va apporter par rapport à la valeur de la terre qu'il va trouver, on négocie. Ces moments-là, les Lonzo, leur organisation, ils ont sûrement des chefs qui se verront être, parce que nous voulons à ce moment-là, cette communauté, on lui reconnaisse la personnalité juridique. Alors ils seront organisés, cette communauté aura un conseil d'administration, il y aura les autres membres, et puis ils pourront, par leurs représentants, siéger dans l'Ambukangalonzo, qui est un parc agro-industriels, et ils auront des dividendes. Dans l'entretemps, c'est les redevances foncières à la communauté, en plus de la marge bénéficiaire que la société va générer et sur laquelle la communauté ainsi organisée, locale organisée, aura des dividendes. C'est pourquoi quand tu vas dans les pays anglo-saxons, vous allez trouver que les anciens nègres et sauvages sont devenus des milliardaires, ils sont dans le capitalisme, sans avoir eu des capitaux au départ, ils n'ont eu que le sol et le sous-sol. C'est ça notre capital. Si on nous les prend, nous n'allons pas participer à la formation du capital quand le capitalisme va se développer en Afrique et au Congo en particulier. Nous avons des espaces miniers qui appartiennent à ces sauvages d'hier, aux descendants des sauvages d'hier. Mais ils doivent être des bénéficiaires pour ça quand cet espace sera occupé par l'industrialisation minière, et ils vont entrer dans le capitalisme comme des propriétaires, comme des actionnaires. Au lieu de se limiter à être seulement des travailleurs, des investisseurs qui leur ont enlevé ce qu'eux avaient au départ comme capital. Absolument, mais c'est pour l'ensemble du Congo. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une multinationale, c'est mais à supposer qu'on revienne à la paix, les multinationales vont s'installer. Mais ils auront ces terres de la part de qui? De l'État. Et l'État, comme il est ce qu'il est, il va avoir 1%, 2%, et tout appartiendra aux multinationales étrangères. Mais si nous reconnaissons aux communautés locales leurs terres, eux, ils vont négocier. L'État pourrait être le garant ou le témoin. Et ils seront partenaires. Ils auront, si vous avez une entreprise qui a 2 milliards de dollars d'investissement, ça c'est la machine. Les communautés vont dire, mais nous aussi on donne nos 2 milliards qui représentent les matières premières que vous allez prendre, que vous allez transformer. Nous devenons, donc l'investissement sera de 4 milliards. Nous, on aura 50%, 50 milliards. Nous, on aura mis en place les ressources naturelles ou foncières. Et vous aurez amené la machine, on produit 100 milliards, vous avez 50 ou 50, après avoir évidemment enlevé toutes les charges d'exploitation. Donc, on aura un capitalisme national qui sera né des anciens barbares, permettez-moi l'expression, ou des descendants des anciens barbares. Sinon, nous resterons toujours des vassaux, des travailleurs, de ceux qui viennent investir. Nous n'avons que le salaire, mais nous n'avons pas les dividendes. Aujourd'hui, quand on vous dit capitalisme anglais et capitalisme français, ce sont des descendants des anciens propriétaires qui ont conquis les terres après les grandes guerres. Tu as vu en Europe les chevaux là, c'était la guerre, on se battait pour les terres, on ne sait pas nous.
Ceux qui ont eu les terres sont devenus, après l'industrialisation, ils sont entrés dans l'industrialisation comme capitalistes. Sinon, nous ne serons jamais capitalistes. Prends l'Afrique du Sud, prends les Zimbabwe, ce pays-là. On leur a enlevé la terre. La minorité blanche qui ne représente que 10% de la population a 90% des terres. La majorité noire qui représente 90% de la population sud-africaine n'a que 10% des terres. Et le capitalisme sud-africain qui génère 500 milliards de dollars chaque année, ce capitalisme, il est étranger. Et quand on répartit les bénéfices dégagés ou les surplus dégagés, il va chez le capitalisme, chez la majorité, chez les Noirs qui ne sont que 10%, et les Blancs, les Noirs qui sont 90% de la population, n'ont rien. Ils ne contrôlent pas l'activité économique parce qu'il n'y a pas de capitalisme noir. Parce que qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter dans la formation de ces capitales, si ce n'est que des terres, mais qu'on les avait enlevées avant, par la colonisation. Est-ce que tu comprends ça? Si tu ne comprends pas, nous disons ces choses, c'est pour quand les Lumumba est mort. Alors pour nous permettre d'exploiter ça, il faut des routes pour intégrer le Congo, le chemin de fer. Mais quand on nous enclave tel qu'on est là, parce que nos dirigeants, dans le contexte dont ils arrivent au pouvoir, nos dirigeants ne veulent pas intégrer le Congo, faire des routes. Nous sommes repliés, l'Est sera replié sur lui-même, il va se débrouiller avec les Rwandais. Alors que si l'Est est intégré ici à l'Est, ils se sentiront forts parce qu'ils appartiennent à une nation plus forte. La pomme de terre qu'ils produisent là-bas, au lieu de l'envoyer au Rwanda, on l'envoie ici à l'Ouest où il n'y a pas à manger. Je ne lui adresse aucune recommandation. J'adresse la recommandation au gouvernement, pas nécessairement celui-ci, mais de manière générale. Mais ça n'a pas de valeur. Ce qui est important, c'est le message dans le peuple, parce que nous sommes à la veille des élections. Il faut que le peuple choisisse ceux qui apportent de nouvelles réformes qui lui permettent d'exister comme peuple souverain et de participer à l'économie et à la création de la richesse. Parce que si vous ne participez pas à la création de richesse, c'est comme un joueur de football. Si tu ne participes pas à la Coupe du Monde, l'argent qu'on va payer, tu n'auras que des miettes. Il faut participer à la production, il faut voir ce qui te permet d'apporter pour être associé à la production et pour bénéficier du produit de la formation de ces capitales ou de la création des richesses. Pour ça, on doit retrouver nos terres, parce que ce n'est que ça que nous avons. Et par conséquent, il faut que le peuple à qui je m'adresse commence à réfléchir à cette question, qu'on crée un bloc politique, une pensée politique qui nous permet, les moments venus, quand il y aura la majorité après les élections, que nous soyons représentés par ceux qui portent les idées de la titrisation, de la récupération de la terre auprès des Congolais. Parce que si les Congolais n'ont pas les terres en tant que communauté, n'est-ce pas? La terre sera gérée par l'État. Et l'État est géré par des gens qui sont faibles. On ne sait pas de quelle manière ils arrivent au pouvoir. Et ils subissent des pressions telles que les terres, ils vont les négocier avec leurs partenaires extérieurs. Et le capitalisme qui va se former sera un capitalisme à dominance étrangère. De s'approprier l'idée de la titrisation. La titrisation, c'est la mise en application d'une idée qui veut que les terres aient des titres. Qu'on les redimensionne dans les temps, cette terre commence ici, elle s'arrête. Elle s'appelle A. Elle appartient à M. Mouzito ou à la communauté M. Choukuru. Tu comprends? Donc, titriser, c'est donner un titre à quoi? Mettre en rapport la terre et son propriétaire et leur donner les titres. Titre numéro 7 appartenant à la famille telle pour les terres telles. Il y a un titre. C'est que tu peux même avec ça aller négocier un crédit. Chercher un partenaire à l'étranger. Mais aujourd'hui, les propriétaires terriens ne peuvent pas négocier avec les investisseurs. Pour dire, voilà, moi j'ai des terres, j'ai 1000 hectares, ça se trouve à tel endroit, c'est tel numéro juridique. Et on regarde sur Internet. À ce moment-là, vous devenez actionnaire, partenaire, vous pouvez vous asseoir avec même un Rwandais, dire, voilà, moi j'ai ma terre. Toi, tu as des capitaux, très bien, ben alors, tu viens, tu ne peux, sinon tu n'entreras au Congo. Si tu n'as pas de capitaux, ou si tu n'as pas, tu comprends, tu n'as pas un document qui montre que tu viendras investir au Congo. Les conséquences, c'est qu'au bout de 20 ans, 30 ans, ces terres seront conquises. Maintenant, regarde dans tout ce que nous avons comme cuivre cobalt, ça appartient aux Chinois et quelques pays occidentaux. Et les Moitiambe et tous ces chefs coutumiers, ils regardent, ils pleurent. Ils n'ont rien. Et dans 50 ans, il n'y aura plus de cuivre au Congo.
qu'est-ce que nous aurons bénéficié? Parce qu'on n'a pas été actionnaire comme communauté pour dégager une partie de dividende qu'on peut réinvestir chez nous. Tout l'argent sort. Demain, nous serons comme l'Afrique du Sud. Nos terres vont appartenir peut-être à 2 ou 3% des gens. C'est-à-dire que nous sommes 120 millions. Peut-être les terres vont appartenir à 1 million. Ça va être des étrangers. Et quelques oligarques congolais. Et c'est eux qui vont générer la richesse nationale, qui vont prendre les surplus. Et 99% des Congolais majoritaires n'auront que 1% des terres. Et donc l'économie sera dominée par des investisseurs étrangers et nationaux, mais les nationaux ne seront qu'une minorité, alors qu'ils ne sont pas propriétaires, vous savez pas. Ce sont des gens qui ont réussi à se hisser au niveau politique, qui sont devenus actionnaires, capitalistes, milliardaires. Et les vrais propriétaires, les descendants des vrais propriétaires seront des travailleurs, des vassaux. Tu comprends? Nous voulons que le capitalisme qui va se développer s'élargisse sur une base plus importante au niveau des communautés locales et qu'il y ait un métissage entre ceux qui ont les capitaux à l'étranger, qui ont les connaissances technologiques, qui s'associent avec nous. S'ils peuvent avoir 20-30% de contrôle de l'économie congolaise, nous-mêmes, on a la différence. Nous voulons qu'ils viennent et nombreux, mais qu'ils viennent nous trouver aussi en ordre de bataille économique. Nous sommes prêts avec nos titres. Messieurs, ça vous intéresse? Voilà, moi j'ai ça. Nous allons courir derrière eux qui viennent investir pour que quand on crée la richesse, qu'ils soient aussi en sécurité parce que nous ne serons pas jaloux, nous n'aurons pas la haine, parce que nous saurons que grâce à eux, nous nous sommes développés, ils sont plus en avance que nous. Mais que le surplus va être partagé en fonction de ce que chacun va apporter. Nous voulons que ce que nous allons apporter pour faire des industries d'exploitation aurifères, qui préfèrent cette exploitation-là bénéficier à ceux qui viendront avec les connaissances que nous, on n'a pas, avec la technologie que nous, on n'a pas. Mais ça profite aussi à nous qui aurons la terre qu'eux n'ont pas. Qu'il y ait la paix, le développement, dans l'harmonie. On a besoin des étrangers, des investisseurs nombreux. Mais il ne faut pas qu'ils viennent trouver la haine. Il ne faut pas qu'ils viennent trouver des gens frustrés. Ils ne pourront pas travailler correctement. Il ne faut pas qu'ils viennent trouver un peuple qui est roulé par ses dirigeants, qui est sous occupation. Le Congo, c'est un bon morceau qui peut intéresser tout le monde, mais nous voulons qu'on sécurise tout le monde pour que les investisseurs, quand ils viennent, ils travaillent dans la paix. Parce que quand un investisseur vient, on l'installe quelque part, les communautés locales sont exclues, mais il ne sera pas en paix. Donc, si nous faisons des réformes foncières, minières, ainsi de suite, pour démocratiser l'accès à ces propriétaires-là, eh bien, l'économie sera démocratisée comme la politique. À partir de ce moment-là, on sera généreux et même on va courir derrière les investisseurs. Parce que ces terres ne valent rien si elles ne sont pas mises en valeur. Mais cette mise en valeur ne peut avoir lieu aussi, la mise en valeur de ces terres, que si les gens qui viennent investir savent qu'il y a des routes et qu'ils peuvent aller évacuer leurs produits à l'étranger ou à la nation. Donc la valeur de la terre, c'est donner aux propriétaires en l'identifiant, en lotissant, en cadastrant, mais aussi mettre des routes pour que les espaces qui aujourd'hui ont la richesse soient viables en ce que quand vous créez cette richesse, vous pouvez la transporter chez les consommateurs, chez les clients.